Juin 1969. L'ère est électrique. Des dizaines de milliers de visages, tendus par l'anticipation, sont tournés vers une pelouse verte. L'enjeu, une place pour la Coupe du Monde de la FIFA 1970. Le rêve de toute une nation. Mais ce soir-là, et dans les semaines qui suivront, le football ne sera qu'un prétexte. Nous allons vous raconter l'histoire d'un match de qualification qui s'est transformé en crise nationale, puis en conflit armé. Voici l'histoire vraie de la guerre du football. Un conflit de 100 heures entre le Salvador et le Honduras qui a failli embraser l'Amérique centrale. Comment un simple jeu a-t-il pu devenir le catalyseur d'une guerre? Pour comprendre, il faut remonter bien avant le coup d'envoi. Au cœur de cette histoire se trouvent des décennies de tensions sociales, économiques et agraires. D'un côté, le Salvador, le plus petit pays d'Amérique centrale, mais aussi le plus densément peuplé. Une nation où une poignée de familles, la fameuse oligarchie des 14 grandes, possédait la grande majorité des terres arables, laissant des centaines de milliers de paysans sans terre et sans avenir. De l'autre côté, le Honduras, un pays 6 fois plus grand mais moins peuplé. Pour des générations de Salvadoriens, la frontière hondurienne représentait une promesse, celle de trouver un lopin de terre à cultiver, un travail, une vie meilleure. Au fil des ans, plus de 300 000 Salvadoriens s'étaient installés au Honduras, devenant une part intégrante de son économie agricole. Mais cette migration massive a fini par créer des frictions. Au Honduras, une vague de nationalisme grandissait, alimentée par des difficultés économiques. Les immigrés salvadoriens, souvent perçus comme plus travailleurs et prospères, sont devenus des boucs émissaires faciles. La presse et certains politiciens ont commencé à les dépeindre comme des envahisseurs qui volaient les terres et les emplois des Honduriens. Le point de rupture fut atteint en avril 1969. Le gouvernement hondurien, sous la pression des grands propriétaires terriens et d'une opinion publique chauffée à blanc, a promulgué une nouvelle loi de réforme agraire. Officiellement, elle visait à redistribuer les terres. En pratique, elle avait été utilisée pour exproprier et expulser les fermiers salvadoriens, dont beaucoup vivaient là depuis des décennies. Des milliers de familles ont été chassées, forcées de tout abandonner et de retourner dans un Salvador déjà surpeuplé et incapable de les accueillir. C'est dans ce climat de crise humanitaire et de haine nationaliste que le destin a placé les deux nations face à face, sur un terrain de football. Le premier acte de ce drame sportif se joue le 8 juin 1969, à Tegucigalpa, la capitale du Honduras. Pour l'équipe salvadorienne, la nuit précédant le match est un enfer. Des milliers de supporters honduriens encerclent leur hôtel, créant un vacarme assourdissant avec des klaxons, des pétards et des insultes. Le but est clair, empêcher les joueurs de dormir, les terroriser. Épuisés et intimidés, les Salvadoriens s'inclinent 1-0 dans les dernières secondes du match. La défaite est amère, mais ce qui suit est pire. Les supporters salvadoriens présents dans le stade sont agressés. Les médias salvadoriens crient au scandale, dénonçant un traitement barbare et antisportif. La tension monte d'un cran. Une jeune salvadorienne, Amelia Bolaños, se serait suicidée devant sa télévision après le but hondurien, devenant une martyre nationale. La presse s'empare de son histoire, et ses funérailles, retransmises en direct, sont suivies par le président lui-même. Le football n'est plus un jeu, c'est une affaire d'honneur national. Une semaine plus tard, le 15 juin, c'est au tour du Honduras de se déplacer à San Salvador pour le match retour. La vengeance est dans l'air. Cette fois, c'est l'équipe hondurienne qui subit un harcèlement en règle. Leur hôtel est assiégé, les fenêtres brisées, des œufs pourris et des rats morts sont jetés. Le jour du match, leur bus est caillassé sur le chemin du stade. Le drapeau hondurien est brûlé devant une foule en délire. Dans le stade Flor Blanca, l'ambiance est insurrectionnelle. Au lieu du drapeau hondurien, c'est un torchon sale qui est hissé sur le mât. Sur le terrain, l'équipe salvadorienne, galvanisée par la haine ambiante, l'emporte sans difficulté, 3-0. Mais la vraie violence éclate après le coup de sifflet final. Des supporters honduriens sont pourchassés, battus. 2 d'entre eux y laisseront la vie. Les images des violences font le tour du pays, et la frontière devient un lieu de passage pour des milliers de Salvadoriens fuyant les représailles au Honduras. Une victoire partout. La différence de but n'étant pas un critère à l'époque, un 3e match d'appui est nécessaire. Il est programmé sur terrain neutre, au stade Aztec de Mexico, le 27 juin 1969. Ce n'est plus un match, c'est un duel. Les deux gouvernements échangent des accusations de plus en plus virulentes. La presse des deux pays jette de l'huile sur le feu,
publiant des récits atroces, souvent exagérés ou inventés, sur les mauvais traitements subis par leurs ressortissants. À Mexico, l'ambiance est lourde. 5000 policiers sont mobilisés pour séparer les supporters. Le match est d'une intensité dramatique. Le Salvador mène, le Honduras égalise à la dernière minute. Prolongation. Le temps s'arrête. Puis, à la 101e minute, Mauricio Pipo Rodriguez marque le but de la victoire pour le Salvador. 3-2. Le Salvador ira à la Coupe du Monde. Mais au même moment, à la frontière, une autre partie, bien plus mortelle, est sur le point de commencer. Le jour même de la victoire salvadorienne, les deux pays rompent leurs relations diplomatiques. La guerre du football est un nom trompeur, popularisé par le reporter polonais Ryszard Kapuscinski. La véritable cause est la crise migratoire et la persécution des Salvadoriens au Honduras. Le football n'a été que l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Pendant que les joueurs célébraient, les généraux préparaient leur plan. Le 14 juillet 1969, moins de 3 semaines après le match de Mexico, l'armée de l'air salvadorienne lance une attaque surprise sur des cibles stratégiques au Honduras, y compris l'aéroport international de Toncontín à Tegucigalpa. Simultanément, les troupes terrestres salvadoriennes franchissent la frontière sur 2 fronts principaux. L'objectif est de porter un coup rapide et décisif, de protéger les ressortissants salvadoriens et de forcer le Honduras à la table des négociations. La guerre, qui durera 100 heures, est brève mais intense. Les combats sont acharnés, opposant 2 armées mal équipées mais déterminées. Le Honduras, pris par surprise, parvient à réorganiser sa défense et à utiliser sa force aérienne, supérieure en qualité, pour bombarder des cibles stratégiques au Salvador, notamment des raffineries de pétrole et des ports. La guerre s'enlise rapidement. Face à la pression internationale et à l'intervention de l'Organisation des États américains, OEA, un cessez-le-feu est négocié et entre en vigueur le 18 juillet. Les troupes salvadoriennes ne se retireront complètement du territoire hondurien que début août, après avoir obtenu des garanties pour la sécurité de leurs concitoyens restés au Honduras. Le bilan humain est tragique. En seulement 4 jours, le conflit a fait entre 2000 et 6000 morts, majoritairement des civils honduriens. Plus de 100 000 Salvadoriens ont été déplacés, créant une crise humanitaire majeure au Salvador et déstabilisant durablement son économie et sa société. Les conséquences politiques et économiques pour les 2 pays seront désastreuses et se feront sentir pendant des décennies. Le marché commun centra-américain, un projet d'intégration économique prometteur, est anéanti. Aujourd'hui, la guerre du football reste un avertissement puissant. Elle nous rappelle comment le sport, miroir des passions humaines, peut être instrumentalisé par la politique. Comment le nationalisme, lorsqu'il est attisé par la peur et la désinformation, peut transformer des voisins en ennemis mortels. Ce n'était pas une guerre pour un ballon, mais une guerre dont un ballon a été le détonateur. L'histoire nous enseigne que les tensions les plus profondes ne se règlent jamais sur un terrain de sport. Le sport peut unir, mais il peut aussi exacerber les divisions les plus profondes quand la fierté, la politique et l'identité nationale entrent en jeu. Cette histoire, à la croisée du sport et de la géopolitique, fascine car elle révèle la fragilité de la paix et la facilité avec laquelle la ferveur d'un jeu peut basculer dans la fureur de la guerre. L'histoire est remplie de ces moments où le cours des choses bascule de manière inattendue. Restez avec nous, car ce que vous allez voir dans notre prochain épisode est une autre de ces histoires incroyables mais vraies, qui prouvent que la réalité dépasse souvent la fiction.